Nous allons donc commencer ce cours sur le chapitre 4. Je rappelle que ce chapitre 4, nous l'avons déjà commencé en amphi. Et nous avions abordé la partie de l'équation différentielle. Et puis on a quitté les amphis pour les raisons que vous connaissez. Alors ce chapitre 4 est intitulé Point matériel soumis à une force centrale conservative. Le titre veut tout dire. Et avant d'aller en profondeur, je vous invite à explorer les points clés de ce titre. Point matériel, force centrale, conservative. Je vous rappelle que le cours de mécanique de première année que nous faisons est un cours de mécanique du point. Cela veut donc dire que nous considérons que l'objet d'étude est toujours assimilable à un point matériel. Je donne un exemple. Prenez le cas de la Terre. La Terre, comme on le sait, est une sphère qui fait pratiquement 12 300 km de diamètre. On ne peut pas dire que la Terre est un point matériel. Mais supposons que j'étudie le mouvement de la Terre dans son orbite autour du Soleil. Donc le Soleil est tellement grand qu'il est là. Quelle est la distance entre la Terre et le Soleil? Cette distance est de 150 millions de kilomètres. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que les 12 300 kilomètres qui représentent les dimensions de la Terre sont véritablement négligeables devant les 150 millions de kilomètres qui représentent le rayon de la trajectoire de la Terre. Donc on peut valablement assimiler la Terre à un point matériel qui est doté de la masse de la Terre et de toutes les propriétés physiques que nous voulons étudier. Donc c'est pourquoi on dit que lorsque les dimensions géométriques du problème d'étude sont très grandes devant les dimensions de l'objet d'étude, on peut assimiler cet objet à un point matériel. Et donc, tous les problèmes de mécanique que nous allons aborder dans le cadre de ce cours de première année donc, vont travailler selon cette approximation. En deuxième année, vous allez apprendre la cinématique du solide. Bien sûr, on ne traitera plus les objets comme des points matériels, mais comme des objets. Et vous allez voir un peu comment ce traitement sera fait. Donc, nous avons réglé cette affaire de pourquoi le point matériel. Parlons maintenant de la notion de force centrale. Quand dit-on qu'une force est centrale? Dans le cours, on vous a dit que une force centrale est une force pour laquelle la direction de la force passe constamment par un point fixe dans un référentiel donné. Explication. Supposez que j'ai un point fixe O, qui est le point qui est à l'origine de la force, et que j'ai un point M qui est situé bien sûr à une certaine distance OM. Traçons la droite d'action entre O et M. La droite d'action entre O et M, la voilà. Donc, si une force a pour support cette droite d'action, voilà comment on peut représenter cette force. Soit c'est une force attractive, elle est dirigée vers le point O, soit c'est une force répulsive, et dans ce cas, elle est dirigée dans un sens opposé. Mais dans tous les cas de figure, elle a pour support la droite d'action OM. Si je prenais un autre point M,
Par exemple, mettons ici, beaucoup plus proche. Je peux tracer la droite d'action entre O et le nouveau point M. Mon point M, que je vais appeler M'. Qu'en est-il de la force? Elle a encore pour support la droite d'action OM'. Si c'est une force attractive, elle est dirigée vers le point O. Et si c'est une force répulsive, elle est dirigée dans le sens opposé. Et vous voyez que je peux m'amuser à placer différents points M. Et finalement, on se rend compte tout simplement que du point O, tout se passe comme si on avait une distribution de ce type. Et vous comprenez bien pourquoi le point O est aussi appelé centre de force. Parce qu'il est le centre de la force. Ce que vous remarquez donc, dans le cas d'une force centrale, le vecteur force, il est collinéaire au vecteur position OM. De manière générale, cette force F va s'écrire sous la forme K, OM, vecteur, par exemple, à la puissance P, divisé par OM. Ce que je peux écrire sous la forme K, OM à la puissance P-1, OM sur OM, qui n'est rien d'autre que ER. P est un entier qui appartient à Z. P peut valoir 1, 2, 3, 4, ou bien P peut valoir moins 1, moins 2, moins 3, etc. On n'a fait aucune hypothèse sur ça. Retenons simplement que lorsque la force est centrale, eh bien, cette force, elle est collinéaire au vecteur position OM. Dernière chose à clarifier dans ce chapitre. Conservative. Force conservative. Nous l'avons vu hier. Nous l'avons vu au chapitre 3. Une force conservative, on vous l'a appris au lycée, c'est une force dont le travail ne dépend pas du chemin suivi. C'est une des réponses qu'un de vos camarades m'a donné hier. Ça veut dire que le travail de A vers B, je peux prendre le chemin que je veux. On trouvera toujours le même travail pour peu qu'entre A et B, on ait la même dénivellation. Ou bien, si j'effectue un travail sur un parcours fermé, ce travail est nul. Mais ce qu'on a, nous, au niveau universitaire, retenu, c'est que tout ça est vrai, mais que surtout si une force est conservative, c'est que cette force dérive d'un potentiel. Oui, c'est normal. Qui dit potentiel dit position. Et donc, finalement, on comprend très bien que le travail ne dépend que de la position initiale et de la position finale, mais pas du chemin suivi. Et c'est la raison pour laquelle, au chapitre 3, on était parti à la quête de cette énergie potentielle. On avait dit que D de EP est égal à moins F scalaire DL, DL étant le vecteur déplacement élémentaire. Donc, dans le cadre de ce cours, puisque F est collinéaire au vecteur position OM, l'énergie potentielle, D de EP, ce sera moins F scalaire DR. Voilà ce que l'on retiendra. Et je vous rappelle que cette énergie potentielle, on l'a calculée. On a calculé l'énergie potentielle gravitationnelle, l'énergie potentielle élastique, l'énergie potentielle centrifuge, etc., etc., etc. Donc, vous avez vu, nous avons décomposé le titre du chapitre, nous avons clarifié ce que c'est que la force centrale et nous avons clarifié, nous avons rappelé la notion de force conservative. Alors, maintenant, nous allons étudier le mouvement d'un corps qui est soumis à une force centrale conservative.
et nous allons par la suite apporter des hypothèses simplificatrices des problèmes que nous devrons rencontrer. Alors, avant de continuer, je vais poser une question à la salle pour savoir est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question à poser pour clarifier quelque chose qui ne serait pas clair. C'est bon? Je peux continuer sans trop de soucis? Donc, Abdoulaye Niang, vous avez la parole. Je vous active. Dans la page précédente. Allô? Oui, elle est là, la page précédente. Vous avez mis F égale K OM sur OMP à la puissance P. Oui. Mais pourquoi on met à la puissance P? Je vais donner des exemples pour répondre à cette question. Supposons que la force soit coulombienne. Comment peut-on écrire cette force? F, j'écris l'expression de la force coulombienne, c'est Q, Q' sur 4 0, 1 sur M' au carré, M' vecteur sur M', n'est-ce pas? Oui. Tout ça relève de ce qu'on appelle la constante de l'interaction, c'est le fameux K. Si je ne regarde que le module, que la force, si j'appelle M' égale à R, donc j'ai K sur R au carré, ER. N'est-ce pas? On a quelque chose du type K sur R carré, ER. Si on avait une force gravitationnelle, on aurait F égale à moins G, M1 étoile, M2 étoile, sur M1, M2 au carré, M1, M2 vecteur sur M1, M2. On aurait encore une fois une constante de l'interaction ici qui serait égale à moins G, M1 étoile, M. Donc, ce qui me ferait K sur R2, ER. D'ailleurs, vous voyez que la force coulombienne et la force gravitationnelle ont le même degré par rapport à ici, vous avez pratiquement P égale 3, n'est-ce pas? Parce que ça va faire K R3 sur R. Ce qui fait K sur R2, écrivons-le comme ça, K sur R2, R sur R, ce qui me fait K R vecteur sur R3. Donc P ici est égal à moins 3. Vous voyez, Abdoulaye? Parce que ça vous fait K sur R2, R sur R, ça c'est le vecteur unitaire. Mais on aurait pu avoir une force qui serait centrale alors que vous auriez K, R puissance 3 ER. Ou bien K, R puissance moins 4 ER. Tout ça, ce sont des forces centrales parce qu'elles ne sont portées que par le vecteur ER. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, je comprends. C'est bon, on est d'accord? Oui, oui. Bien. Alors, bien sûr, vous verrez que là, les deux premières forces que j'ai indiquées, c'est elles qui entrent dans le cadre du problème de Kepler, hein, dont on parlera tout à l'heure. Ça marche? Oui, je comprends. Merci. C'est parfait. Alors, y a-t-il d'autres questions avant que nous entrions vraiment dans le vif du sujet? Est-ce que tout le monde entend bien? Est-ce que tout le monde voit bien? Est-ce que je ne vais pas trop vite? Je veux dire, cool, on n'a pas de pression. J'espère simplement que la connexion, bon, il n'y a pas de souci, elle est bonne. On entend bien. C'est très bien, tant mieux. Et vous voyez bien. Alors, maintenant, on va passer maintenant au point 4.1. Bien sûr, vous avez vos cours papier sous la main. C'est que nous allons étudier le mouvement à force centrale conservative. Oui, on a une force centrale conservative, mais on va étudier le mouvement. La première chose qui va nous intéresser, c'est la question du moment cinétique. Alors, on a vu au précédent chapitre que le moment cinétique s'écrivait OM vectoriel MV. Qu'est-ce que je peux faire de ce moment cinétique? Mais c'est de voir est-ce qu'il se conserve, est-ce qu'il ne se conserve pas.
je vais calculer la dérivée de ce moment cinétique par rapport au temps. Ici, vous avez un produit, comme celui que vous avez appris au lycée, sauf que c'est un produit vectoriel. Donc, les règles de calcul de la dérivée sont les mêmes que celles qu'on vous a données au lycée. Parce que si vous aviez effectué ce produit vectoriel, vous allez avoir des termes, et c'est la même chose. Donc, c'est quoi? C'est la dérivée du premier terme, donc d de OM sur dt, multiplié, ici vectoriellement, par le second terme, plus le premier terme, multiplié vectoriellement ici, par la dérivée du second terme. U'V plus UV'. C'est tout. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que d de OM sur d de t, c'est quoi? C'est la vitesse. Oui. Que d de V sur d de t, c'est quoi? C'est L'accélération. l'accélération. Cela veut donc dire que là, on a quelque chose du type V Accélérage. vectoriel mv V plus qui est nul. OM vectoriel MA qui n'est rien d'autre que la force. F. Ce produit vectoriel est Qui est nul. nul. Comme la force est centrale, F est collinéaire à OM, ça aussi, Non. c'est nul. C'est nul. Donc D de L sur D de T est égal à 0. Donc, le grand résultat auquel nous arrivons, c'est que dans le cas d'un champ de force centrale, le moment cinétique est constant. On dit qu'il se conserve. L se conserve. Ça veut dire qu'il ne subit pas d'altération. Ouley, si vous ne voyez pas votre micro, c'est que vous voulez parler. Donc, on va demander à Nian de couper son micro aussi parce que ça perturbe un peu. Donc, Ouley, ton micro, si tu ne le vois pas, c'est que peut-être tu n'as pas de micro ou bien, mais ce n'est pas grave, tu peux poser une question textuellement. D'accord? Donc, la force, elle est centrale. Nous avons vu que dans ce cas, F est collinéaire au vecteur position. Conséquence, nous avons trouvé que le moment cinétique est une constante du mouvement. Maintenant, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder quelle va être la conséquence liée au fait que le moment cinétique est constant. On se rappelle que L est égal à OM vectoriel MV. Serine, je viens à vous tout à l'heure. Si L est une constante, ça veut dire que le vecteur qui est issu de ce produit vectoriel, c'est-à-dire L, ne subit aucune modification. Oui. Et rappelez-vous, supposez que vous avez une trajectoire, vous avez le point O, vous avez le vecteur position OM, le vecteur vitesse V, qui est tangentiel à la trajectoire au point M, OM vectoriel MV, et donc un vecteur qui est entrant ici, dans ce cas-là, puisque je dois faire glisser le OM comme ça. S'il est constant, cela veut dire que le vecteur position OM et le vecteur vitesse sont et demeurent dans le même plan. Oui, il faudrait qu'il change de plan pour que le vecteur change de composante. Non, ils restent dans le même plan. Ça veut dire que s'ils étaient dans le plan XY, eh bien, ils y restent. S'ils étaient dans un autre plan, un plan médian ou un plan quelconque, ils restent dans ce plan. C'est ça la conséquence principale du fait qu'elle soit constant. Alors, il m'a semblé avoir vu que Serine Baïtiam a levé la main. Donc, je vais lui donner la parole. Bonjour, monsieur. Bonjour, Serine. Bon, c'est par rapport à la dérivée du moment cinétique. Oui, vous avez mis d de L sur d de T, c'est nul. Oui, on l'a démontré. Oui, mais
Oui, ici. Vous avez mis V vectoriel MV, c'est nul, et aussi OM vectoriel F, c'est nul aussi. Donc, je ne comprends pas pourquoi c'est nul. C'est ça. V vectoriel MV. V vectoriel MV, c'est nul puisque le produit scalaire V vectoriel V, c'est norme de V multiplié par norme de V, sinus de l'angle entre V et V. Cet angle vaut 0, donc le sinus vaut 0, donc le produit vectoriel de deux vecteurs collinaires est nul. Okay, ça, c'est le chapitre 1. D'accord, Serine? Oui, c'est bon. Merci. Et là, par contre, c'est que vous avez MD de V sur D de T. C'est la force. Or, vous savez que comme le champ est un champ de force centrale, F est porté par OM. On est d'accord? Et c'est encore mieux. On est d'accord? Ok. C'est très bien. Merci. Bien. Allez, merci il y a beaucoup. d'autres mains qui se lèvent, je vous en prie. Donc, coupez votre micro comme ça, moi, ça m'épargne, c'est très bien. Alors, il y a quelqu'un d'autre qui a levé la main. Bon, FAL 3897, il faut changer ton nom, tu as la possibilité de le faire. Hein? FAL 3887, ça ne veut rien dire. Hein? Voilà, tu peux parler. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bon, je demande l'explication physique du moment cinétique. Oui. D'accord. Tu rabaisses ta main, s'il te plaît. Voilà. Et tu coupes ton micro. Voilà, Fal, vous coupez votre micro. Bon, je peux le faire, mais épargnez-moi ce travail-là. Alors, ça, on l'avait fait en cours présentiel. Hein? Bon, vous me direz, on n'est pas en cours présentiel. Cette fois-ci, on est en cours distanciel. Rappelez-vous, le moment d'une force, supposez que vous avez une force F, vous avez un point d'application O, vous avez un point O, un point M, et au point M, vous avez une force F. Et vous avez ici le bras de levier OM, vous avez ici un angle de pi sur 2. Vous vous rappelez, vous avez appris à l'école le moment de la force F par rapport à O. Vous avez dit que c'est OM multiplié par la force. N'est-ce pas? Oui. C'est comme ça qu'on a défini le moment. On l'a défini comme ça. Moment égale force multipliée par bras de levier. Et là, on comprend quelque chose. À l'époque, quand on vous avait appris la force, vous ne saviez pas encore ce que c'est que le produit vectoriel. Mais vous savez une chose, intuitivement, cette force-là, dont le support fait un angle pi sur 2 avec OM, va travailler. Oui. D'ailleurs, vous aviez introduit la notion de couple d'une force. Hein? Oui. Vous pouvez avoir une force comme ça et une autre force comme ça, et vous aviez appris la notion de couple de force. Oui. Mais imaginons un instant que cette force-là soit orientée. Je vais tout simplement l'effacer et je vais me représenter une autre force. Que cette force-là soit tout simplement orientée comme ça. Et que celle-ci soit orientée comme ça. Est-ce que ces forces vont travailler? Elles ne peuvent pas travailler. Parce que, en fait, cette notion de moment d'une force par rapport à un point, c'est en fait OM vectoriel F. OM vectoriel F, c'est quoi? C'est norme de OM, norme de F, sinus de l'angle entre OM et F porté par un certain vecteur. Et bien sûr, si l'angle vaut pi sur 2, le sinus vaut 1, donc je vous ramène à votre cours de seconde. Si l'angle vaut 0 ou pi, la force, le moment vaut 0. On a compris cette notion de moment de force? Oui. Alors, maintenant, quand on a étudié le mouvement des planètes, on s'est rendu compte que la force qui gouverne tout cela, c'est la force gravitationnelle. Et que ce point O-là, c'est le Soleil qui est à ce point O-là. Et que ce qui va nous intéresser, c'est de calculer le moment, un moment spécial qu'on appelle le moment de la quantité de mouvement, MV. Donc, si je calcule non pas le moment d'une force, mais le moment du vecteur quantité de mouvement, ce que j'obtiens, c'est ce qu'on appelle le moment. Oui. C'est le moment qui est lié au mouvement. MV, qui dit MV dit mouvement. Et c'est pourquoi on l'appelle moment cinétique.
On est d'accord? Ok. C'est ça l'explication. Oui. Parce que cette grandeur physique qui s'appelle OM vectoriel MV va nous permettre d'avoir accès à énormément d'informations. D'ailleurs, dès que je termine avec les questions, vous allez vous rendre compte de la puissance justement de ce moment cinétique dans le cadre des problèmes que nous étudions. C'est bon? Oui. Allez, n'oubliez pas de couper votre micro. Je suis obligé de le dire pour que... d'accord? Comme ça, moi, ça me permet d'avancer sur certaines questions plus importantes. Alors, je récapitule. Nous avons vu que le champ de force centrale faisait que L est constant. Le fait que L est constant faisait que le mouvement s'effectue dans un plan. Puisque le mouvement s'effectue dans un plan, bon, s'il y a trop de mains qui se lèvent, ça va être compliqué. Alors, j'ai vu qu'une main a été levée mais rabaissée, donc je considère qu'elle ne s'est pas levée. Si le mouvement est plan, ça veut donc dire qu'on peut étudier le mouvement dans un plan OXY, OYZ. Oui. Mais ce n'est pas important tout cela. Ce qui m'importe, c'est de dire, mais dans ce cas, quel est le système de coordonnées qui est le plus apte pour étudier ce mouvement? On comprend que le système de coordonnées donc le plus facile à utiliser pour les mouvements plans, c'est le système de coordonnées polaires planes. Donc, je vous renvoie à votre chapitre 2, tout ce qu'on a appris sur les coordonnées polaires. Ça doit être top, on doit être top. En coordonnées polaires, le vecteur position, on l'exprime comment? C'est R, ER. Le vecteur vitesse, c'est quoi? On dérive immédiatement R point ER plus R θ point Eθ. D'accord? À partir de ce moment, qu'est-ce que je peux faire? Je prendrai les questions tout à l'heure. Je peux calculer le moment cinétique, c'est-à-dire OM vectoriel MV. Je remplace OM, c'est R, ER, vectoriel M, R point ER, plus R, θ point Eθ. Qu'est-ce que je fais? Ben, je vais effectuer mon produit vectoriel. En sachant que mon trièdre, il est là. J'ai mon vecteur unitaire ER, j'ai le vecteur unitaire Eθ qui lui est directement perpendiculaire, et je dis, je vais distribuer RER vectoriel MR point ER. Donc, je devrais effectuer le produit vectoriel ER par ER. Comme on vient de le dire, ça c'est nul. Il me reste à effectuer le second produit vectoriel, c'est celui qui va faire intervenir le produit vectoriel ER vectoriel Eθ. Ici, vous voyez très bien que pour effectuer ER vectoriel Eθ, vous devez passer derrière l'écran pour appliquer la règle du tire-bouchon. Le vecteur que vous obtenez, il leur est directement perpendiculaire et il pointe vers vous. C'est un vecteur unitaire que je vais appeler par exemple U. Donc, que donne le produit vectoriel OM vectoriel MV? L est égal à M R carré θ point U. Et je termine avec le module, c'est que M est égal à, L est égal à M R carré θ point. Voici le moment cinétique auquel nous parvenons. Maintenant, je vais rapidement donner la parole à ceux qui l'ont demandé, histoire de régler les petits problèmes d'incompréhension qui subsisteraient. Alors, qui a levé la main? Je vois que la main a été rabaissée. Bon. Alors, il faut apprendre à maîtriser vos interfaces, hein, ne pas lever la main intempestivement. C'est bien. On constate donc que le moment cinétique L est égal à M R carré θ point. Mais qu'est-ce que nous savons du moment cinétique? Nous avons vu que le moment cinétique L est constant. Nous avons vu que L, qui est égal à M R carré θ point, c'est une constante. Or ici, la masse sur laquelle nous travaillons est constante. Donc, ça veut dire que la grandeur R carré θ point est une constante. Mais cette grandeur, elle doit vous rappeler quelque chose. Qui peut me dire ce que lui rappelle cette grandeur?
Où est-ce qu'on l'a vu? Samba Cham, je vais vous donner la parole. Alors, oui, je vais vous donner la parole. Samba Cham, je ne vous vois pas. Vous êtes parti? Alors, je vois ici, je ne vois que 4 mains levées. Hein. Donc, Samba Cham a baissé la main. Donc, il y a Issa Diouf, il y a Mamadou Diop, il y a Eliman Sow, il y a Modou Mbouch. Allez, Elousmane Sow. Allez, Elousmane Sow est peut-être un nouveau. Allez, on va lui donner la parole. Elousmane Sow, vous avez la parole. Vous prenez le micro et vous parlez. Le son n'est pas bon. Apparemment, la connexion du côté de chez toi n'est pas très bonne. Hein? Essaye de parler encore, plus lentement. C'est la profondeur des airs. Allez-y. C'est la Non, non, on vous entend mal. Elousmane, on vous entend mal. Vous posez votre question. Si vous avez une question, il faudra la poser peut-être de manière textuelle. Parce que là, c'est pas... OK. Alors, qui veut répondre à cette question? OK, je vais donner la parole à Cher Goumbala. Voilà, tu actives ton micro. Oui. Oui, vas-y, Cher. C'est la constante des airs. R carré θ point. Oui, effectivement. Bon, tu baisses la main, s'il te plaît. OK. Vous vous rappelez que quand on avait abordé au chapitre de l'accélération dans le système de coordonnées polaires plates, nous avions établi que cette accélération A était égale à R point point moins R θ point carré ER plus 2 R point θ point plus R θ point point E θ. Donc ça, c'est l'accélération radiale à θ. Ça, c'est l'accélération radiale à R et à θ, c'est l'accélération orthoradiale. Nous avions montré que l'accélération orthoradiale pouvait être mise sous la forme du dérivé par rapport au temps de la quantité R carré θ point. Et vous vous rappelez, on avait fait une étude où on avait le point M qui se situait ici, vous aviez le vecteur position là, et on dit si au bout d'un certain temps dt, le point M passe du point M au point M', il va se retrouver là. Alors, nous nous sommes amusés à calculer cette R-là, et nous avons trouvé que cette R-là, c'était égal à ds. Et on s'était amusé à calculer le d de s sur d de t. Donc, ça nous avait donné un débit de r carré θ point. Et c'est ce que nous avions appelé la vitesse aréolaire. R carré θ point, on connaît sa dimension. R, sa dimension, c'est L2. θ point, sa dimension, c'est T-1. Effectivement, c'est une unité de surface par unité de temps. Donc, c'est une vitesse aréolaire. Donc, ça nous renvoyait à la surface balayée par le rayon vecteur OM par unité de temps. Et donc, regardez, comme par hasard, l'expression de l'accélération radiale dans le cas d'un champ de force centrale est une constante. Déjà, le premier résultat, c'est que si c'est une constante, sa dérivée par rapport au temps est nulle. Ça veut dire que dans le cas du mouvement d'un champ de force centrale, il n'y a pas de composante orthoradiale de l'accélération. Bien sûr, là-bas, c'est Eθ. Ça, c'est la première conséquence. La deuxième conséquence, c'est que comme L est égal à M R carré θ point, que c'est une constante, finalement, on a montré que donc R carré θ point est une constante. Eh bien, cette constante, on va lui donner un nom particulier.
On va l'appeler C. Et c'est ce que l'on appelle la constante des airs. Donc, L qui est égal à mr carré θ point, c'est égal à mc. Donc, L sur m est égal à la constante des airs. C'est un résultat à retenir. Voilà. Donc, je vois que c'est bon d'avoir répondu. Donc, aussi bien Thiam que ce spectateur anonyme, cet étudiant anonyme qui n'a pas voulu donner son nom, mais il faut afficher vos noms. Effectivement, vous avez bien raison de dire que c'est la vitesse aréolaire. Et c'est intéressant d'utiliser donc le texte, hein, les questions-réponses pour répondre aux questions. Ça permet donc de sauver un peu la fluidité du cours. OK? Donc, nous avons C égale à R carré θ point est égal à L sur M. Donc, petit à petit, vous voyez que nous sommes en train de mettre en connexion toutes les conséquences liées au fait que le mouvement s'effectue dans un champ de force centrale avec les notions de cinématique que nous avons eu abordées lorsque nous avons fait le chapitre 2. Nous allons passer à la suite en abordant maintenant la question de la conservation de l'énergie. 4, 1, 2. Conservation de l'énergie. Mais de quelle énergie s'agit-il? Nous sommes en mécanique. Ça veut donc dire qu'il s'agit de l'énergie mécanique. Pourquoi y a-t-il conservation de l'énergie? Mais parce que le système est conservatif. L'énergie, c'est une force centrale conservative. Donc l'énergie se conserve. Que vaut l'énergie mécanique? Énergie mécanique est égale à énergie cinétique. Énergie cinétique plus énergie potentielle. L'énergie cinétique, c'est quoi? C'est 1/2 de m v au carré. L'énergie potentielle, c'est quoi? Ah, on ne connaît pas encore l'expression générale de la force. On sait simplement qu'elle est collinéaire à OM, mais on ne peut pas dire que la force est en 1 sur R2, en 1 sur R3 ou bien en R5. Tout ce qu'on sait dans ce cas, c'est que l'énergie potentielle est une fonction de R. D'accord? Regardons le terme d'énergie cinétique. 1/2 de m v au carré. Oui, il a raison. Il y a un de vos camarades qui demande aux autres de couper leur micro parce que ça perturbe le message. Coupez vos micros. Donc, nous avons V qui est égal à R point ER plus R θ point Eθ. Si je veux calculer le module de V, je fais comme on m'a appris au lycée. V scalaire V, ce n'est rien d'autre que V au carré. C'est R point au carré plus R carré θ point au carré. Donc, que devient l'énergie cinétique? 1/2 de mv2 devient 1/2 de m r point carré plus 1/2 de m r carré θ point au carré. Je prends tout ça, je mets ça dans l'expression de l'énergie mécanique et ça me donne quoi? Ça me donne EM est égal à 1/2 de m r point au carré plus 1/2 de m r carré θ point au carré plus EP de R. Maintenant, on va bien regarder ces expressions. 1/2 de m r point carré est effectivement un terme d'énergie potentielle, d'énergie cinétique, excusez-moi, autant pour moi. Et effectivement, un terme d'énergie potentielle, d'énergie cinétique. EP de R, c'est l'énergie potentielle qui est fonction de R. Pas de souci. Qu'en est-il de 1/2 de m r carré θ point carré? Vous vous rappelez quand on était au chapitre 3 et qu'on étudiait l'énergie potentielle centrifuge, on avait un point M qui était astreint à tourner autour d'un axe vertical à une vitesse angulaire oméga. Ce point M est ici. On projetait le point M sur l'axe de rotation. On avait le point H et on avait montré que l'énergie potentielle centrifuge est égale à 1/2 de M HM au carré oméga au carré. Oui, mais si θ égale à oméga t, donc oméga ce n'est rien d'autre que θ point.
Donc, cette énergie potentielle centrifuge, ce n'est rien d'autre que 1 demi de M R carré, θ point, carré, si j'appelle HMR. Vous voyez donc que ce terme-là est un terme d'énergie potentielle, mais d'énergie potentielle centrifuge. Ça veut donc dire que toute cette expression-là représente un terme d'énergie potentielle. D'ailleurs, on a des exercices très intéressants à faire sur ce genre de problématique. Et vous allez apprendre à comprendre l'effet donc de rotation sur l'énergie potentielle gravitationnelle, par exemple. Et donc, le système va subir une énergie potentielle effective. Parce que vous avez l'énergie potentielle EP de R, mais l'effet de rotation va faire que, par exemple, EP de R va être négatif. Ce terme-là, il est toujours positif. Donc, l'énergie effective est beaucoup plus proche de zéro, plutôt que d'être en profondeur dans les potentiels. Donc, on introduit la notion d'énergie effective. Que vaut l'énergie effective? L'énergie effective, elle vaut 1 demi de M R carré, θ point au carré, plus EP de R. Que vaut donc finalement l'énergie mécanique? L'énergie mécanique devient 1 demi de M R point au carré, c'est le terme d'énergétique, plus énergie effective, c'est le terme d'énergie potentielle. Voilà le résultat auquel nous parvenons. Bien sûr, l'énergie effective nécessite que l'on y prête attention. On va le faire tout à l'heure. Et je vois qu'il y a un de vos camarades qui a levé la main. C'est Mamadou Diop. On va donc lui laisser la parole. Mamadou, tu mets ton micro et tu parles. Bonjour. Bonjour. Essaye de parler plus fort, s'il te plaît. Oui, c'est à cause de Ramadan. Non, pause Ramadan. Il n'y a pause Ramadan pour tout le monde. Hein. On est tous fatigués, mais Ramadan, là, on va le neutraliser. Allez-y. Bon, c'est toujours concernant que, le calcul de l'énergie cinétique. On a vu que l'énergie cinétique, 1 demi de mv carré égale à 1 demi de m r point carré, voilà, plus 1 demi de m r carré θ point carré, plus EPR. Maintenant, lorsque vous avez calculé que EP. Non, je ne l'ai pas calculé. Parce que je n'ai pas encore explicité la force. Tout ce que je sais que F, tout ce que je sais, c'est que F est fonction de R. On est d'accord? Oui. Et je sais que D de EP est égal à moins F scalaire DR. Donc, je sais que le EP que je vais obtenir sera fonction de R. C'est tout ce que je sais pour l'instant. Oui. Ici, on a l'énergie effective. Oui. Maintenant, si on tire l'énergie effective, est-ce qu'on aura que l'énergie effective est égale à 1 demi de mv carré plus EPR? 1 demi de mr carré θ point carré. Oui, plus EPR. Oui, c'est ça l'énergie effective. C'est ce que j'ai posé dans le tableau suivant. L'énergie effective est égale à 1 demi de mr carré θ point carré plus EP de R. Et c'est ce qui fait que finalement, l'énergie mécanique de ton système devient 1 demi de mr point carré plus l'énergie effective. Ok, d'accord, d'accord. C'est bon? C'est bon, oui, c'est bon. Oui, et il y a un de vos camarades qui vous rappelle de couper vos micros. Il a raison. Hein? Vous n'allez pas demander au prof d'animer le cours et de couper les micros. D'accord? Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on a une force centrale. Elle est conservative, mais vous avez vu que dans l'univers des possibles, on peut avoir des tas de forces. Or, il se trouve que dans l'univers, il y a deux principales forces qui gèrent énormément de choses. Pas tout, mais énormément de choses. Vous avez la force gravitationnelle. Et un siècle plus tard, les gens ont découvert la force coulombienne. Et il se trouve que vous le savez déjà, qu'il s'agisse de la force gravitationnelle ou de la force coulombienne, ces forces sont en 1 sur R2. Et ça, cela m'amène à la section 4.2 de notre cours, le problème de Kepler. C'est en hommage aux travaux de Johann Kepler. Donc, étudier un problème de Kepler, c'est étudier un problème qui est relatif au champ de force centrale
un problème où la force est conservative, mais qu'en plus, la force F est en 1 sur R2. C'est ça le problème de Kepler. C'est-à-dire on fait une restriction à une seule catégorie de forces, les forces dont le module est inversement proportionnel au carré de la distance. Mais en faisant cela, déjà, vous avez à boire et à manger pour longtemps parce que vous avez tout ce qui concerne l'interaction coulombienne et tout ce qui concerne l'interaction gravitationnelle. Et donc déjà, avec ça, vous pouvez expliquer pas mal de choses. Cela veut donc dire que tous les résultats auxquels aussi on va parvenir dans la suite de ce chapitre sont relatifs au champ de force centrale pour lequel la force est conservative et qui sont en 1 sur R2. Si l'une de ces 3 conditions n'est pas satisfaite, ce qu'on va trouver n'est plus valable. Est-ce qu'on est d'accord? Bien. Une fois que cette précision a été faite, maintenant, nous allons pouvoir expliciter le EP de R, puisqu'on connaît la nature de la force. Et une fois qu'on a explicité le EP de R, on peut donc regarder à quoi ressemble l'énergie effective selon les situations. On est d'accord? Alors, on va passer donc à la section suivante, la section 4.2.1. 4.2.1, expression de l'énergie potentielle. OK? Qu'est-ce que nous avons dit? C'est un problème de Kepler. Donc, la force F est du type K sur R2 porté par le vecteur unitaire ER. K est la constante de l'interaction. On verra. Selon le type d'interaction que nous avons, ce n'est pas le même cas. En tout cas, ce que je sais, c'est que si je suis dans le cadre d'un problème coulombien, nous avons Q prime sur 4 pi epsilon 0. C'est ça mon K. Et on voit très bien que K peut être positif ou négatif selon qu'on a une interaction répulsive, c'est-à-dire plus, plus, moins, moins, ou bien selon qu'on a une interaction attractive, plus, moins, moins, plus. Par contre, quand je suis dans le cadre du problème gravitationnel, K, c'est moins G, M étoile prime. Et on voit ici que le cas de l'interaction gravitationnelle est toujours négatif. Marietou, vous avez la parole. Je vais voir comment... Hop, attendez. Marietou, Jacqueline Badji. Qu'est-ce qui se passe là? Voilà, enfin, je le tiens. Il faut peut-être activer votre micro. Activez votre micro, Marietou. Ou bien, je réinitialise. Voilà, vous avez la parole, Marietou. Allez-y. Marietou, votre micro ne bouge pas. Ça veut dire que c'est pas bon. Marietou, vous avez désactivé le micro maintenant. Activez-le et parlez fort dans votre micro. Voilà, allez-y maintenant, parlez. Non, ça veut dire qu'avant d'entrer dans la conférence aussi, il faut régler vos paramètres audio, hein, vérifier que le micro marche, que le haut-parleur marche, tout ça, etc. Alors, je vous demande de m'envoyer votre texte, votre question manuellement, hein, par le, hein, d'accord? Donc, voilà. Donc, je baisse votre main et je vous demanderai donc de voir ça. Alors, voyons au niveau des questions. Donc, Samba Cham, est-ce que vous pouvez nous expliquer la négativité de la constante de gravitation? OK, on va régler le problème de Samba.
On a dit, problème de Kepler, force en 1 sur R2. On est d'accord? Prenons le cas de l'interaction coulombienne, celle que vous faites en électricité. Que vaut la force F dans le cadre d'une interaction coulombienne? Supposez qu'on ait une force, on a une charge Q, ici on a une charge Q', et que ici vous avez le point M, là vous avez le point M'. La distance entre M et M', vous l'appelez par exemple petit r. Que vaut F? Vous avez Q' sur 4pi epsilon 0, 1 sur M' au carré, M' vecteur sur M'. Si je pose M' est égal à R, donc j'ai que F est égal à Q' sur 4pi epsilon 0, 1 sur R2, ER. J'appelle ce vecteur-là ER. Où est la constante de l'interaction coulombienne ici? C'est ça, voici K. On voit bien que la force est en K sur R2. Que vaut K? K est égal à Q' sur 4pi epsilon 0. Alors, j'ai ici Q. J'ai ici Q'. Qu'est-ce qui se passe? Q peut être négatif. Q' peut être négatif. Q peut être positif. Q' peut être négatif. Ou bien positif, positif, ou bien positif, positif. Et là, bien sûr, il faut inverser. Donc, vous voyez que QQ' est positif si Q et Q' sont de même nature. Donc, K est positif. QQ' est négatif si Q et Q' sont de charge opposée. Dans ce cas, K est négatif. On voit bien que quand K est positif, l'interaction est répulsive. Quand K est négatif, l'interaction est attractive. Donc, vous voyez que dans le cas du problème coulombien, selon la nature des charges positifs-négatifs, l'interaction peut être répulsive si K est positif et K est positif si Q et Q' ont la même charge, c'est-à-dire qu'ils sont tous les deux négatifs ou tous les deux positifs. Ou bien l'interaction peut être attractive quand les charges sont de signes opposés. Par contre, dans le cadre du problème gravitationnel, nous avons moins G, M1 étoile, M2 étoile, sur M1, M2 au carré, M1, M2, flèche sur M1, M2. Posons M1, M2, sauf que là, je suis comme ça. Donc, dans le cas gravitationnel, je prends mon problème de tout à l'heure, je fais ça, j'enlève des charges. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai des masses graves. J'ai M1 étoile, M2 étoile. Le reste sans changement. Eh bien, qu'est-ce que ça donne? Cela donne moins G, M1 étoile, M2 étoile, sur R au carré, ER. Que vaut dans ce cas la constante de l'interaction? C'est moins G, M1 étoile, M2 étoile. On voit que dans le cas de l'interaction gravitationnelle, K est toujours négatif. Effectivement, l'interaction gravitationnelle est une interaction qui est toujours attractive. Voilà donc la discussion sur le signe de K. Et je répondis à votre question. C'est bon? Très bien. Allez, on va marquer une petite pause. On va souffler un petit peu. Et puis, on va mettre à contribution ça. Je lance un petit sondage pour savoir votre état d'esprit. Allez, je vous invite à répondre à ces questions. Oui, les réponses commencent à tomber. Vous êtes 63 dans l'amphi pour l'instant, j'ai 17 réponses. Je veux avoir 63 réponses. Après, on va partager les résultats du sondage.
Je suis à 46 réponses. Allez, on fait encore 15 secondes. OK, je suppose que les autres sont en incapacité de le faire parce que, bon, allez, je mets fin au sondage. Alors, avez-vous faim? Vous avez un peu faim. C'est bon, vous êtes courageux. Il y en a qui n'ont pas faim du tout. Certainement qu'ils ont mangé du mouton au khud. Alors, que pensez-vous de l'enseignement à distance? Vous êtes 70% à penser que c'est intéressant, 23% à penser que c'est meilleur que le présentiel, et il y a 4 étudiants, 8% qui estiment que ce n'est pas pour eux. Mais ce n'est pas pour vous, peut-être parce que vous n'avez pas les bons outils sous la main, je ne sais pas. Peut-être vous me suivez à partir d'un téléphone qui a un petit écran. C'est l'occasion de voir aussi quand est-ce que, bon, il pourrait vous mettre à niveau, je ne sais pas. C'est peut-être ça, hein? Bon, de toute façon, après ça, je partagerai un lien pour pouvoir savoir où vous êtes. L'autre jour, je savais que quand on faisait le TD, on avait des gens de Richard Toll, de Podor, de Mboro et d'un peu Payou partout, de Dakar, tout ça. Donc, vous avez vu un peu, avant, on faisait cours dans notre amphi, et puis avec le Covid, là, tout le monde est rentré chez lui, et on continue à faire cours des endroits où nous sommes, et c'est très intéressant quand même, c'est-à-dire qu'on transcende les distances. Mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, mais les problèmes sont faits pour être résolus, hein, ça, il faut le comprendre. Voilà. Donc, on reviendra sur cela. Bon, moi, ça m'a permis de prendre une petite pause avant d'aborder la dernière partie du cours. Alors, j'en profite pour répondre un peu à la contribution de Mamadou Sow. Si on cherche à minimiser l'énergie mécanique, quel est le signe idéal plus ou moins de la constante? Non, Mamadou. Ce n'est pas la constante qui va jouer sur la minimisation. La constante, c'est-à-dire que tu as une interaction. Maintenant, qu'est-ce qui va jouer sur la constante? Elle est ce qu'elle est. Hein? Soit vous avez une interaction gravitationnelle, elle vaut ce qu'elle vaut. Je m'explique. Je vais rapidement répondre à la question de Mamadou sur un nouvel écran. Supposons la Terre. Vous avez la Terre avec sa masse. Vous avez le Soleil avec sa masse. Que vaut l'interaction gravitationnelle? La constante d'interaction, c'est moins G, masse de la Terre, masse du Soleil. C'est tout. Il n'y a rien à minimiser ici. Vous avez une interaction bien donnée, vous avez une constante. Par contre, je sens votre question, c'est que vous avez une énergie mécanique qui est égale à une énergie cinétique plus une énergie potentielle. Or, nous avons vu que le terme d'énergie cinétique, c'est 1/2 de m r point carré plus l'énergie effective. Mais vous voyez que c'est sur ça qu'on peut jouer, sur le R point, c'est-à-dire la vitesse. Et ça, c'est l'objet de la dernière partie de ce chapitre. On voit qu'effectivement, l'énergie mécanique peut voir sa valeur changer, passer pratiquement d'une valeur négative à une valeur nulle ou peut-être à une valeur positive, ce qui va avoir des conséquences sur la trajectoire. Et ça, c'est l'objet de la dernière partie du cours. Donc, on joue, le paramètre d'ajustement, c'est plutôt la distance et la vitesse, R et R point. On verra comment jouer sur tout cela. OK? Bon, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message là, c'est des messages SMS. Moi, je ne sais pas lire les messages SMS. Hein. Il faut faire sujet, verbe, complément. D'accord? Bien, alors, je pense que tout le monde va bien là. On tient le coup. Hein? On va donc passer à la suite. Question suivante. C'est qu'on va regarder la question de l'énergie potentielle. 4, 2, 1. Expression de l'énergie potentielle. Bien. Qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'on est dans le cadre du problème de Kepler. Force centrale, force conservative, force en 1 sur R2, ça veut dire que la force, c'est K sur R2 ER. On vient de discuter de K.
Au chapitre précédent, nous avions même regardé dans le cas d'une force de ce type-là, que vaut l'énergie potentielle. Il suffisait tout simplement de faire D de EP est égal à moins F scalaire dr et vous calculez l'énergie. Et nous avions trouvé que l'énergie potentielle, le fameux EP de R, se réduit à K sur R. Je vous parlerai des vidéos du cours après. Voilà. Maintenant, K peut être positif. K peut être négatif, selon que l'interaction est répulsive ou que l'interaction est attractive. Une fois qu'on a ça, on se rappelle que notre énergie effective, EF, qui est une fonction de R, devient égale à quoi? Devient égale à 1 demi de M R carré, θ au point A carré, plus K sur R. Mais vous vous rappelez que L sur M est égal à R carré θ point. Alors, comment on peut bricoler pour faire en sorte que dans l'expression 1 demi de M carré de R carré θ point, comment faire apparaître L? Bon, je vous laisse le soin de faire ce qu'il y a à faire. En tout cas, on trouve que l'énergie effective de R est égale à L2 sur 2M R carré plus K sur R. C'est intéressant de faire apparaître explicitement le moment cinétique parce que le moment cinétique est une constante du problème. Voilà. E effectif est égal à L2 sur 2M R carré plus K sur R. Alors, on va regarder maintenant comment évolue cette énergie effective selon qu'on est dans une situation où le problème est un problème répulsif ou c'est un problème attractif. Je vais donc passer à la section 42.11. C'est le cas où on a un potentiel. Oui, Abdoulaye Sow. Oui. Là où vous avez mis Abdoulaye. Ici. Oui. Comment vous avez mis pour avoir L2 sur 2M R carré? Allez, qui peut répondre à la question? Qui peut nous aider à le faire? On a 1 demi de M R carré θ point au carré. Alors, on va... Qui a levé la main? Il y a Abdoulaye Sow. Allez, Abdoulaye Sow, oui. Tu parles et j'écris. Oui. Tu parles fort, s'il te plaît, et on y va. On a 1 demi de MR carré θ point carré. Comment on fait pour faire apparaître le moment cinétique? On t'écoute. Parle fort. J'ai dit que c'est ça que je demande. Si on remplace ici L sur M par R2 point θ point. Oui, tu l'as fait. Oui, on va obtenir L sur 2 θ point seulement. Bien? Mais je demande à quelqu'un de m'aider à le faire. Qui veut le faire? Qui veut le... Allez, on va donner la parole à ceux qui ont levé la main. Il y a Fall. Allez, on active Fall et on demande à Abdoulaye de couper son micro. Voilà, Fall. Oui, monsieur. Oui, Fall, je t'écoute. Ici, on a L sur M. Oui. On a L sur M égale R carré θ point. Allez, je démarre à partir de L sur M est égal à R carré θ point. D'accord, c'est bon. Oui. Oui. Et on transpose le R carré au dénominateur. Donc, L carré sur M R carré est égal à θ point. Oui. 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 Et on remplace là-bas avec là au carré. Là. Donc là, on a 1 demi de Oui. M R carré θ point au carré. Donc L sur M Oui. R carré au carré. Ce qui va donner
1 demi de M R carré, L au carré sur M au carré, R puissance 4. D'accord? Ce M fait que ici on a M. Ce R carré fait que ici on a 2. Donc ce qui me donne L2 sur 2MR2. CQFD. Merci beaucoup. Donc ces petits calculs, c'est ce que je vous dis toujours depuis l'amphi. Vous les faites, vous avez une feuille de brouillon. Là, je suis en train de faire court, mais je suppose que vous avez un bloc-notes sous la main et que vous faites vos petits calculs aussi. Vous n'êtes pas des spectateurs. D'accord? Voilà, bravo. Donc, on continue nos investigations. L'énergie effective est égale à L2 sur 2M R2 plus K sur R. Oui, je me disais bien que j'ai sauté. Oui, l'énergie effective est égale à L2 sur 2M R2 plus K sur R. Alors, je nettoie ici et je reviens. Voilà. On a dit qu'on étudie le cas répulsif. Le cas répulsif, ça veut dire que K est positif. On va donc tracer cette fonction EF de R. Je vais tracer rapidement à main levée l'axe OR. Et là, nous avons l'axe des énergies. Donc, O, R, énergie. On va commencer par tracer la fonction K sur R. K est positif, donc la fonction K sur R est une fonction en 1 sur R. Les fonctions en 1 sur R, lorsque R tend vers l'infini, ça tend vers 0. Lorsque R tend vers 0, ça tend vers l'infini. Rappelez-vous ce que vous avez fait. Donc, vous avez quelque chose, j'essaie de tracer ça à main levée. Vous avez quelque chose qui ressemble à ça. Donc, tout à l'heure, je vais revenir pour répondre à cette personne qui ne comprend pas encore cette question d'énergie effective. J'y reviendrai tout à l'heure quand on fera la synthèse. Voilà. Donc, voici le K sur R. Parce que K est positif. Vous avez ici le terme L2 sur 2MR carré. On va l'étudier. L est une constante, 2 est une constante, M est une constante, donc c'est une constante divisée par R carré, donc c'est une fonction en 1 sur R carré. Rappelez-vous, au lycée, vous avez étudié les fonctions en 1 sur X2. Lorsque X tend vers l'infini, ça tend très vite vers 0. Lorsque Y tend vers 0, ça tend très vite vers l'infini. Je me rappelle bien, c'est ce que vous appelez les hyperboles équilatères. Donc, c'était très proche des axes, voilà, parce que ça converge très vite vers 0 ou vers l'infini. Et vous aviez quelque chose comme ça. Et ça, c'est votre L2 sur 2M R carré. Que vaut l'énergie effective? C'est la somme point à point des deux énergies. Donc, je vais tracer en rouge l'énergie effective que j'obtiens. Lorsque je suis, par exemple, ici, qu'est-ce que nous avons? Je fais ça. L'énergie effective, c'est ce que nous avons ici pour K sur R, plus ce que nous avons là. Ça veut dire qu'on a ce point-là. Et de proche en proche, on trace l'ensemble des points. Voici mon énergie effective. C'est la somme des deux courbes. Donc, nous obtenons ça. Donc, dans le cas du potentiel répulsif, voici mon énergie effective. Vous voyez que dans ce cas, on ne l'a pas dit ici, l'énergie mécanique
c'est une énergie cinétique plus une énergie effective. L'énergie cinétique est toujours positive, l'énergie effective est toujours positive. Donc, notre énergie mécanique, on voit que dans ce cas-là, elle sera toujours positive. On verra quelles vont être les conséquences sur la trajectoire que nous allons être en mesure d'obtenir. C'est bon? Maintenant, je vais économiser du temps et je vais passer dans le cas où nous avons un potentiel attractif. Ça veut dire que K est négatif. Que vaut l'énergie effective? Elle vaut toujours L2 sur 2M R2. Comme K est négatif, donc K est égal à moins valeur absolue de K sur R. Et je vais tracer à ce moment la courbe EF. Donc, j'efface ma première courbe EF. Ici, j'ai K sur R dans le cas K positif. Je vais l'utiliser. Si K est négatif, vous allez avoir quelque chose comme ça. Voilà, tout simplement. Et votre K sur R devient votre moins valeur absolue de K sur R. Vous êtes d'accord? Voilà ce que vous obtenez dans le cas où l'énergie, où l'interaction est négative. Et qu'est-ce qu'il va falloir sommer? Il va falloir sommer encore une fois moins K sur R avec L2 sur 2M R2. Qu'est-ce qu'on constate? C'est que lorsque R tend vers l'infini, bien sûr, on va faire point à point. Par exemple, ici, pour cette valeur-là, on voit bien que le K sur R est beaucoup plus négatif que le positif de L2. Donc, on va obtenir quelque chose qui est ici. Pour le point qui est ici, ce qu'il y a ici est plus grand que ce qu'il y a là. Donc, la somme se trouve par là. La somme. Et maintenant, on regarde le comportement asymptotique. Lorsque R tend vers l'infini, on voit que le terme positif tend vers 0 plus vite que le terme négatif. Donc, globalement, le comportement asymptotique à l'infini, c'est là. On a une tangente horizontale d'ailleurs ici. C'est l'axe OX. Et de la même manière, lorsqu'on tend vers 0, le comportement asymptotique, on va le retrouver ici. Donc, notre fonction énergie effective, c'est quelque chose qui est plus proche de L2 sur MR2, MR2 lorsqu'on est proche de 0. Il va couper l'axe des R. Il va éventuellement avoir une cuvette. Et il va converger asymptotiquement vers l'axe OX à l'infini. Voici donc votre énergie effective. Et vous voyez que cette énergie effective, elle est positive dans cette partie, elle est nulle ici, elle est négative dans cette partie. C'est très intéressant parce que cela va avoir beaucoup de conséquences dans la suite du problème. Alors, comme c'est très important, tout à l'heure, il y a eu une question sur la question de l'énergie effective. Donc, j'ouvre le débat. Je vais commencer par répondre à la question d'un de vos camarades qui n'a pas encore compris la notion d'énergie effective. Donc, je règle définitivement cette histoire d'énergie effective. Puis, j'ouvre le débat sur cette question parce qu'à partir de là, si vous comprenez ça, vous allez comprendre toute la suite. Le signe de l'énergie mécanique, tout un ensemble de choses qui vont venir après. Alors, pour répondre à la question de votre camarade de tout à l'heure, il me dit, mais c'est quoi l'énergie effective? Je repars de zéro. Nous avons que énergie mécanique est égale à énergie cinétique plus énergie potentielle. Nous ne sommes pas dans le cadre du problème de Kepler. Je veux dire, je ramène les choses à leur propos. L'énergie potentielle est une fonction de R. L'énergie cinétique, c'est quoi? C'est 1/2 de M V au carré. V, c'est quoi? C'est le vecteur vitesse. C'est R point ER plus R θ point Eθ. Que vaut V? Je fais V scalaire V. Norme de V, cos de l'angle entre les deux, ce qui me fait V au carré. C'est égal à quoi? Il suffit de développer le produit scalaire. On le sait depuis le chapitre 1.
ça fait R point au carré plus R carré, θ point au carré. Donc, que vaut 1 demi de MV2? 1 demi de MV2 devient 1 demi de M. 1 demi de M. R point carré plus 1 demi de M R carré, θ point au carré. Ici, il n'y a pas de problème. R point, c'est une vitesse. Donc, 1 demi de M R point carré, c'est effectivement un terme d'énergie cinétique. Mais ici, qu'est-ce que nous avons? Ça nous rappelle quoi? C'est ce que je dis, il faut dominer les chapitres avant de passer au chapitre qui viendra. Rappelez-vous au chapitre 3, quand on calculait les énergies potentielles, et en particulier l'énergie potentielle centrifuge. Nous avions déterminé que l'énergie potentielle centrifuge, c'était 1 demi de M HM au carré multiplié par oméga 2. Oméga venait du fait qu'on avait un mouvement qui s'effectuait à rotation constante, c'est-à-dire à vitesse de rotation constante, c'est-à-dire θ égale oméga t. Donc, si θ égale oméga t, c'est θ point qui vaut oméga. HM, c'était une distance. Donc, on voit très bien que l'énergie potentielle centrifuge, c'est 1 demi de M R carré θ point au carré. Ça veut donc dire que ce terme-là, qui a été amené par l'énergie cinétique, est en fait un terme d'énergie cinétique. Centrifuge. Donc d'énergie potentielle centrifuge. Et c'est pourquoi, pour répondre définitivement à votre question, que quand il a fallu écrire l'énergie mécanique, nous avons dit que énergie mécanique est égale à 1 demi de M R point au carré plus 1 demi de M R au carré θ point au carré. Donc j'enlève le point qui n'a rien à faire ici. Plus EP de R. Et c'est ça que nous appelons énergie effective. Puis nous avons intégré le fait que ça c'est L2 sur 2mR2. Votre camarade l'a brillamment montré. Et nous avons intégré le fait que quand on est dans le cadre du problème de Kepler, ça fait K sur R. C'est ce qui fait que dans le cadre du problème de Kepler, l'énergie effective, c'est L2 sur 2m R carré plus K sur R. Voilà ce qu'il fallait dire sur cette question. Alors, j'ouvre le débat pour une séance de questions-réponses avant de continuer. Et on va arrêter et bon, on va voir quand est-ce qu'on va continuer ce cours. Oui, question? Ou bien ça va très bien? Une question écrite ou orale, hein, c'est selon. Une question écrite, c'est très pratique, surtout quand il y a beaucoup d'étudiants. C'est bon, RAS. Tout est bien. Eh bien, tant mieux. Donc, je considère que ça se passe très bien pour l'instant pour tout le monde. Donc, je vais passer à la suite. 4.2.2. Nous allons parler des formules de Binet. Nous les démontrerons en TD virtuel. Nous ferons des séances de TD virtuel. En cours, nous ne les avons pas démontrées. La démonstration des formules de Binet ont été effectuées dans l'annexe de ce chapitre, mais on le fera pour nous amuser comme on a du temps pour ça. Alors, il faut savoir une chose encore une fois. Les formules de Binet sont valables quand vous avez un champ de force centrale, quand la force est conservative et quand vous avez le problème de Kepler. C'est important. Ce n'est pas valable en toutes circonstances. On a deux formules de Binet. On a la formule de Binet sur la vitesse. C moins D de U sur D de θ ER plus U Eθ, sachant que nous avons opéré un changement de variable U égale 1 sur R. Et nous avons la formule de Binet sur l'accélération moins C2 U2 D2 de U sur dθ2 plus U ER. On voit très bien que comme c'est un champ de force centrale, l'accélération, elle est essentiellement radiale. Donc, je rappelle toujours Binet, force centrale,
conservative, problème de Kepler.